8 février 2021. Une jeune femme de 18 ans est retrouvée morte dans un champ en Argentine, poignardée à 15 reprises. Mais ça, c'est pas le plus choquant. Le plus choquant, c'est qu'avant de mourir, elle avait tout prévu. Elle avait des preuves, des messages, des photos, des témoignages. Elle avait même prévenu ses proches. Si on me tue, vous saurez qui c'est. Et elle est allée voir la police. Pas une fois, pas deux fois, 18 fois. Pourtant, rien n'a été fait. Alors la vraie question dans cette affaire, ce n'est pas qui l'a tué. La vraie question, c'est combien de fois doit-on demander de l'aide avant de ne plus exister? Le 8 février 2021, vers 20h30, une centrale d'urgence reçoit un appel en provenance du nord-ouest de la province de Buenos Aires, en Argentine. C'est un homme qui dit être très inquiet pour son neveu. Et il y a de quoi. Oui, ce dernier vient de l'appeler pour lui confier qu'il a merdé, pour reprendre ses mots. Une bêtise visiblement assez grave, puisque l'homme qui appelle pense qu'il s'agit peut-être d'un meurtre. Par chance, il est en mesure de donner une adresse aux urgences, celle d'un terrain, au bord d'un chemin de terre, dans le lieu-dit Guido Spano, à 13 km au sud-est de la ville, en pleine pampa. Ces inquiétudes sont loin d'être infondées, parce que quand des policiers arrivent sur place, ils découvrent le corps d'une jeune femme dans les hautes herbes. Son cou, son dos, son torse et son abdomen ont été lacérés de 15 coups de couteau. Et il n'y a déjà plus rien à faire pour elle. D'ailleurs, un médecin prononce son décès sur place. La victime est rapidement identifiée. Elle s'appelle Ursula Baio et elle avait 18 ans. Elle allait en avoir 19 à peine 18 jours plus tard. La vérité, c'est que quand ses proches apprennent la nouvelle, ils sont évidemment choqués. Mais aucun de ceux qui la connaissaient bien n'est vraiment surpris. Parce qu'en réalité, la mort guettait Ursula depuis des mois. Et tout le monde le savait, à commencer par elle-même. Mais pour que vous puissiez remonter le fil de cette histoire, il faut d'abord que je vous en dise plus sur Ursula. Retour au 26 février 2002, le jour au cours duquel elle pousse son premier cri. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa venue au monde était attendue, parce que ses parents sont passés par un véritable parcours du combattant pour l'avoir. Ursula est la fille unique d'Adolfo Baio et de Patricia Nasuti. Ils ont dû attendre 10 ans et traverser des années entières de traitement contre l'infertilité avant de voir arriver leur premier et unique bébé. Le couple tient une petite glacerie-confiserie sur la place centrale de Roras, une ville où résident quelques 23 000 habitants. C'est donc aussi sur le soutien de leurs nombreux clients qu'ils ont pu compter quand Ursula est tombée très gravement malade. À seulement 10 ans, elle contracte un cancer du sein, mais parvient à s'en sortir. Alors, tu viens sûrement de tomber de ta chaise et il y a de quoi parce que c'est rarissime à cet âge. Mais ça peut arriver, en cas de mutation génétique, là encore extrêmement rare. Elle termine le lycée en 2019, débordante de projets, et entame une licence en psychopédagogie à Pergamino, la ville voisine. La pandémie mondiale l'oblige à rentrer chez elle l'année suivante. Mais elle ne perd pas son temps. Elle suit des formations pour devenir accompagnatrice gérontologique. C'est comme une auxiliaire de vie, mais plus particulièrement pour les personnes âgées. Ceci dit, peu importe, puisqu'elle change radicalement de cap en envisageant de passer un concours pour devenir institutrice. Elle est aussi une grande fan de l'équipe de foot de River Plate. Elle est passionnée de tatouages, et Ursula est très proche de sa mère. C'est le genre de personne qui parvient à prendre sur elle pour les autres, quand elle-même vit un enfer. Et si je dis ça, c'est parce que c'est le cas depuis juillet 2020. Alors à votre avis, qu'est-ce qui est la cause du cauchemar? Un petit ami ou un petit ami? Mauvaise réponse, c'est son petit copain. Le nom du cauchemar, c'est Mathias Ezequiel Martinez, un homme de 25 ans avec qui elle est sortie pendant quelques mois. Sauf que depuis leur rupture, il la harcèle, la menace et la suit inlassablement. Le 16 novembre 2020, Ursula envoie une série de messages vocaux à une amie. Elle est en pleurs et raconte que Mathias vient de la tabasser. Il lui a presque cassé le poignet avant de lui arracher des touffes de cheveux. Elle ajoute qu'elle est garée sur le parking d'un hôpital et qu'elle n'ose pas en partir. Et si elle ne veut pas bouger, c'est parce qu'il lui a dit que si elle descendait de sa voiture, il allait la frapper devant tout le monde. Avant d'interrompre son message vocal, Ursula entend le véhicule de Mathias approcher. Ce même jour, elle envoie à son ami toutes ses photos, ainsi que ses audios avec un message. « Ne supprime rien de tout ce que je t'envoie. Si on me tue, tu sais qui c'est. » Le 9 janvier 2021, Patricia, la mère d'Ursula, l'accompagne au commissariat parce qu'elle souhaite déposer plainte formellement. Le jour même, sur le chemin retour,
Mathias prend la jeune femme en chasse et lance sa voiture sur sa moto, alors qu'elle se rend chez sa grand-mère. À cause de cette collision, elle chute, et son deux roues tombe dans un fossé d'1,5 mètre. Luciano Calegari, le juge de paix de la ville, lui accorde une ordonnance de protection périmétrique de 200 mètres, ainsi que des rondes de surveillance régulières. Pourtant, dans cette même ordonnance, il déclare que Mathias ne présente pas de danger. Dans la foulée, il ordonne un examen psychologique, non pas du mis en cause, mais de la victime elle-même. Là, le juge est à deux doigts de demander si elle l'avait pas un peu cherché. Le 28 janvier, Ursula dépose une deuxième plainte pour menace aggravée. 4 jours après, Mathias viole l'ordonnance de protection et débarque devant chez les parents de son ex en voiture. Patricia l'aperçoit et le photographie sur le fait. Puis elle retourne immédiatement au commissariat avec les preuves. Mais une fois là-bas, on lui dit qu'il n'y a rien à faire. Le juge estime apparemment que les clichés ne permettent pas d'identifier formellement le véhicule de Mathias. Le 4 février, Ursula contacte une dénommée Belen Miranda. Belen est elle aussi une ex-petite amie de Mathias. Et tout comme elle l'a déjà dénoncé en 2017. Les deux femmes se retrouvent dans la rue et parlent pendant 1 heure, tandis que les messages de Mathias s'accumulent sur le téléphone d'Ursula. Et je parle pas de 4 ou 5 messages là, elle en reçoit une centaine, dans lesquels il lui demande où elle est et la menace de mort. Ursula explique qu'elle a des preuves de tout ce qu'elle avance avant de les montrer à Belen. Les photos des bleus, de sa moto endommagée parce qu'il l'a poursuivie en voiture et lui a forcé la route, mais également les captures d'écran des menaces. Dans son téléphone, il y a clairement de quoi faire condamner quelqu'un. Avant de partir, elle ajoute « S'il m'arrive quelque chose, tu sais qui c'est ». Le lendemain, Ursula dépose une 3e plainte pour désobéissance judiciaire et envoie un message à Belen pour lui dire « J'ai porté plainte. Il va tomber. » Mais en dépit de tout ce qui se passe, et de toutes les preuves qu'elle détient, ça se déroule pas comme elle l'espère. Au contraire même. En tout, Ursula et sa mère rapportent les agissements de Mathias 18 fois au commissariat. Le problème, c'est que ces dénonciations n'atterrissent pas toutes au même endroit. Certaines s'entassent sur le bureau de Luciano Calegari, qui en fait sûrement des boulettes pour les jeter dans son panier de basket au-dessus de sa poubelle, quand d'autres sont répartis entre 2 parquets différents, sans que personne ne coordonne quoi que ce soit. Résultat, 18 alertes pour 0 réponse. 18 alertes manquées. Même un hérisson aurait été plus efficace que les magistrats. Le week-end du 6 au 7 février, une amie d'Ursula se rend dans un commissariat spécialisé dans les violences faites aux femmes. Elle veut signaler une nouvelle violation de l'ordonnance dont il fait l'objet. Problème, ce commissariat n'est ouvert qu'en semaine. Donc elle repart avec un papier. Et c'est tout. On sait plus si c'est un commissariat ou une poste à ce niveau. Le 7 février, la veille de sa mort, Ursula échange des messages avec une autre amie. Elle confie qu'il la menace encore de mort, qu'elle a peur et qu'elle en peut plus. Parce que ça dure depuis 7 longs mois maintenant. Elle semble psychologiquement à bout. Ce soir-là, Ursula publie sur Twitter qu'elle voudrait dormir 1000 ans et que toute la tristesse s'en aille. C'est son avant-dernier post public. Le dernier est fait sur Instagram. Et c'est une story qui dit « Si un jour je ne reviens pas, faites tout péter. » Et vous allez voir que cette consigne va s'avérer presque prémonitoire. Le matin du 8 février, le juge envoie enfin un courrier officiel dans lequel il ordonne des rondes de surveillance périodiques et fréquentes. Il précise aussi qu'un bouton d'alerte doit être remis immédiatement à Ursula. Malheureusement, au moment où les choses bougent enfin, personne n'ouvre le courrier en question ce jour-là. Voilà ce que le système a fait avec des dizaines de plaintes, des photos de violations en flagrant délit et une fille qui écrivait à ses amis qu'elle risquait de mourir. Durant 7 mois, il a répondu « Mathias n'est pas dangereux ». Une conclusion qu'on peut facilement qualifier de fausse. Parce que quand je vous ai décrit la scène de crime tout à l'heure, je vous ai pas tout dit. En réalité, il n'y avait pas seulement le corps d'Ursula dans ce champ. Il y avait aussi une Peugeot 307, garée à quelques mètres de là. Et à l'intérieur de cette voiture, un homme blessé à l'abdomen. Un homme qui, comme vous vous en doutez probablement, n'est autre que Mathias. C'est lui qui a appelé son oncle en panique en lui faisant comprendre qu'il avait commis un acte répréhensible. Quand les policiers débarquent et s'approchent de lui, il désigne le champ derrière. Puis tout à coup, il tente de prendre la fuite à pied dans les hautes herbes. Sans succès. La présence de l'ex de la victime à quelques mètres de son corps laisse peu de place au doute quant à sa culpabilité. D'autant plus quand on sait qu'il rendait sa vie impossible depuis plus d'une demi-année. Et quand vous allez savoir qui est Mathias, ou plutôt ce qu'il est, l'agacement que vous ressentez à son égard ne va peut-être pas aller en diminuant.
Il se trouve que Mathias Ezequiel Martinez ne pratique pas n'importe quel métier. Il est officier de la Policia Bonaerense. La Policia Bonaerense, c'est la police de la province de Buenos Aires. Elle compte 90 000 agents, ce qui en fait l'une des plus grandes forces de police d'Amérique latine. Mais depuis les années 2010, elle traverse une crise profonde, liée à la formation de ses effectifs que personne ne veut vraiment résoudre. Dans la première moitié de la décennie, les gouvernements successifs ont massivement recruté pour mettre des agents dans les rues, avant les élections. Cette décision, qui aurait pu être une bonne initiative, a malheureusement eu des conséquences néfastes. En cause, une mise en place totalement foireuse. En fait, la rapidité avec laquelle elle s'est déroulée a inclus un raccourcissement drastique de la durée de formation des nouvelles recrues. Alors que des fois, même formé, ça se prend pour De Niro dans Hit, imaginez le niveau sans même avoir les bases. En gros, la formation allait de 5 à 6 mois seulement, contre 3 ans pour les officiers et 1 an pour les sous-officiers auparavant. Des dizaines de milliers de jeunes sont donc sortis de l'école sans véritable expérience ou encadrement solide, avec une arme réglementaire dans la main. Leurs uniformes bleus leur ont valu un surnom dans tout le grand Buenos Aires, Los Pitufos, les Schtroumpfs. Selon des audits internes, certains de ces agents n'ont pas fait une seule séance d'entraînement de tir en 3 ans. Ils n'ont jamais été testés ou même évalués. D'autres ont des antécédents pénaux non détectés à l'entrée. Parce qu'au recrutement, les filtres ont été allégés pour tenir les délais. Mais il y a peut-être plus préoccupant encore. Des personnels présentent des problèmes psychiatriques non diagnostiqués. À 2 doigts de recruter dans les bars, le gouvernement Vidal tente de corriger le tir à partir de 2017. Mais des milliers de Schtroumpfs sont déjà en poste. En gros, le mal est déjà fait, et Mathias est l'un d'entre eux. Il intègre la Bonaerense en septembre 2015. À l'âge de 19 ans, après 5 mois de formation. Avant ça, il travaillait dans une fabrique de textiles à Roras, ville où il a grandi à quelques rues de chez Ursula. D'ailleurs, un voisin de son quartier dit sans détour que dans les alentours, tout le monde savait comment il était. Mais personne n'a jamais rien mis par écrit. En 2017, dès sa 2e année de service dans la police, son casier interne commence à s'alourdir. Mutation pour conflit avec ses collègues et procédure disciplinaire pour désobéissance et irrespect envers ses supérieurs. Cette année-là, il est en couple avec Belén Miranda, une jeune femme de Roras, déjà maman. Celle-là même, à qui Ursula a parlé peu avant son meurtre. Un midi, Mathias arrive chez elle et découvre qu'un de ses enfants a mouillé son lit, ce qui le met dans une rage noire. Il attrape alors Belén par le cou, la projette contre un mur, puis contre le lit, et quand elle est au sol, il sort son arme de service pour la pointer sur elle. Il menace également de s'ôter la vie. Sa compagne réussit à fuir avec ses enfants chez son frère, de l'autre côté de la rue. Inquiet pour sa maman, son fils lui suggère de se cacher dans la salle de bain, parce que si Mathias les voit, il les tuera probablement. Une fois en sécurité, elle attend qu'il s'en aille de chez elle, puis va directement porter plainte. Seulement, quand elle arrive au commissariat, elle découvre qu'il l'a devancée. Ses collègues policiers l'ont placé en cellule, officiellement pour le protéger de lui-même. Belén est profondément choquée, parce qu'à ce moment-là, elle comprend que Mathias est couvert par ses pairs. Suite à cet incident, les affaires internes ont ouvert une enquête et recommandent une sanction disciplinaire. Les sources n'indiquent pas précisément pourquoi la dite recommandation n'a pas été suivie. Ce qui est sûr, c'est qu'en lieu et place de cette sanction, le policier est simplement muté à Pergamino, une toute petite ville au nord-ouest de Buenos Aires. Quand il est renvoyé dans la province de Roras, il fait la connaissance de Florencia Veloz, une collègue nouvellement arrivée avec qui il entame une relation. Dès le début, Mathias rivalise de toxicité. Il la surveille en permanence, supprime des contacts dans son téléphone et passe plusieurs fois par nuit chez elle pour vérifier qu'elle dort bien seule dans son lit. Quand Florencia essaie de rompre, Mathias menace à nouveau de s'ôter la vie avec son arme de service. Et une fois dans le véhicule de patrouille, pendant leur service commun, il lui arrache une poignée de cheveux. Elle en parle à leur supérieur hiérarchique et leur montre des dossiers judiciaires de Mathias datant de 2017. Leur réponse, on peut rien faire tant que le parquet ne nous a rien envoyé officiellement. Le parquet, vous savez, les hérissons, tout ça. Ce qui est fou, c'est qu'on a retiré l'arme de service à d'autres policiers de la Bonaerense pour des motifs bien moins graves. Mais cet homme, notoirement violent, continue à patrouiller, armé. Et si vous vous dites déjà que c'est une belle pourriture, vous n'êtes pas prêt pour la suite. En avril 2020, Mathias abuse sexuellement de la nièce de Florencia, une adolescente de 13 ans, qui présente un retard de développement. Il se montre menaçant pour qu'elle se taise.
en lui disant qu'il va tuer sa tante et sa cousine si elle parle. Elle ne parvient à se confier au sujet de ce qu'elle a vécu que 2 mois après, quand le confinement est assoupli. Finalement, en septembre 2020, la Policia Bona RNC écarte Mathias du service actif. Non pas à cause des violences contre Belen ou de la dénonciation pour abus sexuels sur mineurs, mais parce qu'il a lui-même demandé un congé psychiatrique. Suite à ça, une commission médicale conclut qu'il est inapte au service et lui retire son arme. Sauf qu'il n'est pas licencié, ni même sanctionné. Et il ne lui est pas interdit d'approcher ses victimes, à cause des délais accumulés. L'audition enregistrée des victimes mineures, conçue pour éviter la répétition traumatisante des témoignages, n'a lieu que le 22 décembre suivant. Le procureur demande à ce que Mathias soit placé en détention, mais sa requête est refusée par le juge de permanence, un certain Marcelo Romero. Le motif, il ne veut pas ouvrir le tribunal pendant les vacances judiciaires. Ah bah oui, les juges font du ski. Début janvier 2021, le procureur renouvelle sa demande. Le 8 février, le jour du meurtre d'Ursula, le tribunal ne s'est toujours pas prononcé. Depuis 2017, la réponse est la même après chaque délit ou crime commis par Mathias. Une simple mutation d'un poste à l'autre, sans que ces actes aient la moindre conséquence pénale. Pour un fonctionnaire du ministère de la Sécurité qui a souhaité garder l'anonymat, il n'aurait jamais dû être policier. Une constatation évidente, qui n'est malheureusement pas un cas isolé. Entre 2013 et 2020, 5966 policiers de la Bona RNC ont été dénoncés aux affaires internes pour violences faites aux femmes. Un chiffre officiel, obtenu via une demande d'accès à l'information publique. Ça équivaut à 1 policier sur 15. Parmi ces presque 6000 hommes dénoncés, 4600 sont toujours en service au moment du meurtre d'Ursula. Histoire de pousser l'ironie jusqu'au bout, 21 d'entre eux travaillent dans des commissariats spécialisés dans les violences faites aux femmes. En réalité, il existe un protocole interne à la Bona RNC, la norme 2277/12, qui encadre les procédures contre les agents dénoncés pour ce genre de faits. Ce protocole prévoit qu'un agent dénoncé peut continuer à exercer ses fonctions habituelles pendant toute la durée de l'enquête interne. Une enquête qui, dans la pratique, dure des mois. La norme, ils auraient dû l'appeler « Va voir là-bas si j'y suis ». En 2021, 4 instructeurs sont chargés de traiter ces dossiers pour l'ensemble de la province de Buenos Aires. Vous devez vous dire que c'est pas mal 4 instructeurs. Sauf que ce sont 4 instructeurs pour 90 000 agents. En gros, quand on regarde le système de plus près, on s'aperçoit qu'il est bancal dans son ensemble. Le matin du 8 février, Mathias est convoqué à la permanence du parquet de Rorace, où on lui notifie qu'il fait l'objet d'une nouvelle restriction périmétrale. Il signe le document, le met dans sa poche et envoie un SMS à Ursula pour lui proposer de se voir afin de clarifier les choses. Ursula, elle, veut juste avoir la paix. Alors elle accepte, en espérant que si elle lui accorde cette faveur, il la laissera enfin tranquille. Une décision lourde de conséquences parce que si Mathias a beaucoup de choses en tête, se calmer n'en fait pas partie. Il a menti à son ex pour qu'elle cède à sa demande, afin de pouvoir l'attirer dans son piège. D'ailleurs, il a clairement préparé son coup, vu qu'avant de partir ce jour-là, il laisse une lettre d'adieu à ses sœurs et ses parents. À 16h, Ursula appelle Florencia, avec qui elle a également pris contact dans les semaines précédentes. Elle lui dit qu'elle a rassemblé des preuves supplémentaires pour la cause de sa nièce. Elle compte les transmettre au procureur le lendemain. À ce stade, ce n'est donc pas une, mais bien 3 femmes brisées par le même homme qui souhaitent son arrestation. Florencia répond à Ursula de ne pas avoir peur, de rester auprès de sa famille et de demander à ce qu'on lui remette le bouton d'alerte au plus vite. Puis toutes les deux raccrochent. À 16h30, les caméras de surveillance filment Ursula, qui gare sa moto devant un magasin de pièces détachées de Rorace. Elle entre, ressort à pied et monte dans la Peugeot 307 de Mathias. Le trajet jusqu'au lieu-dit Guido Spano dure une vingtaine de minutes. Ils prennent la route provinciale 31 vers le sud, jusqu'à un terrain isolé, entouré de hautes herbes, avec un cours d'eau à proximité. Un endroit où personne, ou presque, ne vient. C'est là que Mathias se jette sur Ursula avec un couteau de boucher emprunté à son père, employé dans un abattoir. Il commence à l'attaquer au niveau du flanc gauche, et quand la jeune femme essaie de fuir, il la rattrape. Mathias continue à la poignarder au cou, au dos, au lombaire et à l'abdomen. Il porte un total de 15 coups de couteau à Ursula, dont certains alors qu'elle est déjà au sol, agonisante. Après la mort de son ex, Mathias retourne sa lame contre lui et se l'enfonce dans l'abdomen. Vous faites pas d'idée. C'est une simple mise en scène, destinée à faire croire à une attaque réciproque ou à une tentative d'en finir. Le couteau de boucher ensanglanté est retrouvé dans la voiture avec le meurtrier.
qui trouve quand même le moyen de tenter de se faire la belle. Le caractère particulièrement choquant de ce féminicide, c'est qu'il aurait largement pu être évité. Une énormité qui ne va pas échapper aux habitants de la ville, qui n'ont pas l'intention de laisser passer ça, et encore moins de pardonner. La nouvelle du meurtre d'Ursula se répand dans Roras comme un feu de paille. La fille d'Adolfo et Patricia, celle que beaucoup voyaient sur la place centrale à côté de leur commerce, qui avait survécu au cancer et voulait être institutrice. Cette jeune femme est morte dans un champ, sauvagement tuée par un policier contre lequel elle avait plusieurs fois tiré la sonnette d'alarme. Un homme violent qui avait déjà fait l'objet d'une plainte avant même de commencer à fréquenter Ursula. Dans les minutes qui suivent la découverte de son corps, les réseaux sociaux s'embrasent. Les amis d'Ursula publient ses audios, ses écrits et ses captures d'écran. Les mots qu'elle avait envoyés, et que personne dans le système n'avait traités comme des alertes, deviennent publics en quelques heures. Parmi ces messages, l'un d'eux sonne comme un présage funeste quand on connaît la fin tragique d'Ursula. 7 mois qu'il m'a frappé. Je me suis toujours tue, jusqu'à ce que je me sois vue morte. C'est pour ça que je l'ai dénoncé. En voyant ça, les habitants de Roras descendent dans la rue. Pas par dizaines ou centaines. Ils finissent par être des milliers à converger vers le commissariat central. Patricia Nassouti, la mère d'Ursula, prend la parole devant la foule. Elle dit que sa fille avait tout fait dans les règles et demande aux gens de rester jusqu'à ce que les autorités descendent leur rendre des comptes. Oui, mais personne ne prend la peine de le faire. Alors, la foule commence à frapper aux fenêtres du commissariat. Un pick-up Toyota garé devant une école voisine est mis en feu et poussé en flammes jusqu'à l'entrée même du bâtiment. La police répond en tirant des balles en caoutchouc et en aspergeant les gens de gaz lacrymogène. La nuit suivante, une vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux. On y voit un policier en uniforme tirer sans hésiter sur 3 jeunes qui étaient déjà en train de reculer, les bras levés. Une amie d'Ursula reçoit une balle en caoutchouc en plein visage et doit être hospitalisée. Un total de 9 personnes sont arrêtées, dont 4 mineurs. Parmi eux, des adolescents qui connaissaient la victime depuis l'enfance. Des groupes se rendent ensuite devant les domiciles des 2 procureurs et d'un juge de paix. Ils brisent des vitres, forcent des portes et taguent les façades des logements. Complètement dépassés par l'ampleur des événements, les forces de l'ordre appellent des unités d'infanterie en renfort depuis Junín et Pergamino. Roras, cette ville où les gens ne s'enferment pas le soir, passe une nuit sous forte tension. Le ministre de la Sécurité de la province, Sergio Berni, se voit obligé de prendre la parole à la radio. Et il fait largement pire que mieux. Il défend l'action de ses agents. Il dit que brûler un véhicule n'a rien à voir avec le féminicide. Mais il confond des noms et des faits. En direct au cours de l'interview, le ministre affirme que la protestation est instrumentalisée par des groupes qui veulent profiter du drame, en ajoutant que la police a agi avec retenue. La mère d'Ursula lui répond publiquement le lendemain. Il a eu l'audace de mettre en doute mes déclarations, alors que ma fille est à la morgue. Dans les jours qui suivent, les marches continuent dans Roras et plusieurs villes voisines. Des villes dont les habitants ignoraient encore tout de l'existence d'Ursula Bayo une semaine plus tôt. Très vite, les messages de la jeune femme circulent dans tout le pays. Des actrices, des sportives et des personnalités publiques relaient son histoire, alors que le hashtag Justicia Ursula explose. Des médias de toute l'Amérique latine évoquent l'affaire. Ce qui s'est passé à Roras n'est plus un simple fait divers local. C'est devenu le symbole de quelque chose de plus grand. En 2012, après des années de pression des organisations féministes, l'Argentine a enfin inscrit le féminicide dans son code pénal. Désormais, il n'est plus juste question de meurtre ou de crime passionnel. Un féminicide, c'est un homme qui tue une femme parce que c'en est une et qu'il pense avoir des droits sur elle. Depuis la réforme de 2012, c'est un crime aggravé en Argentine. Il aura quand même fallu bazarder une voiture en feu pour y arriver. Mais entre la loi et la réalité, il y a un gouffre. Et Ursula est tombée dedans. Le mouvement Ni Una Menos est né dans le pays en 2015, après le meurtre de Chiara Paez, une adolescente de 14 ans, tuée alors qu'elle était enceinte. Le nom lui-même est tiré d'un poème de la poétesse mexicaine Susana Chavez, elle aussi victime d'un féminicide en 2010. Ni una menos, qu'on peut traduire par « pas une de moins ». Le 3 juin 2015, des centaines de milliers d'Argentins avaient envahi les rues de Buenos Aires et des grandes villes du pays. C'était la première fois qu'une mobilisation de cette ampleur mettait les féminicides au centre du débat public. En 6 ans, le mouvement avait changé des lois et forcé des réformes judiciaires avant d'essaimer en Amérique latine et en Espagne.
La loi Micaela, obligeant tous les fonctionnaires argentins à se former aux questions des violences faites aux femmes, avait été adoptée en 2018, après le meurtre de Micaela Garcia, 21 ans. Mais les chiffres n'avaient pas bougé. Selon les observatoires, une femme est tuée toutes les 29 à 34 heures en Argentine. En 2021, année de la mort d'Ursula, on comptabilise une femme tuée toutes les 34 heures sur l'ensemble de l'année. Rien qu'au cours des 48 premiers jours de cette année-là, 49 femmes avaient déjà été tuées. Toujours en 2021, 19 féminicides ont été commis par des policiers, 4 par des militaires et 1 par un gendarme. Dans 9 cas sur 10, ils ont tué avec l'arme réglementaire que l'État leur avait fournie. La bannière principale de la manifestation du 17 février porte une question simple. Qui nous protège de la police ? 9 jours après le meurtre, le mouvement Ni Una Menos appelle à manifester devant les tribunaux de toutes les villes d'Argentine. Des milliers de personnes se rassemblent devant le tribunal à Buenos Aires. Ce même jour, la mère d'Ursula est reçue à la Casa Rosada par le président Alberto Fernandez pendant 2 heures. Il lui transmet son numéro de téléphone personnel, en présence des ministres de la Justice ainsi que de la Sécurité et des femmes. Quand Patricia ressort, elle rejoint directement la manifestation. La tristesse l'accable, mais surtout, elle ne décolère pas. Parce que pendant qu'Ursula déposait plainte sur plainte et qu'un procureur demandait la détention de Mathias pour abus sexuels sur mineurs, tout a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Et maintenant qu'il a tué quelqu'un, le système va lui aussi devoir donner des réponses. Dès le soir du 8 février, Mathias est transféré à la prison de Junín. Dès le départ, il refuse de dire quoi que ce soit et se ferme complètement. Pendant ce temps, la justice commence à traiter le reste de son dossier. Le 22 février 2021, il est jugé séparément pour l'affaire des violences contre Belén Miranda. Les faits datent de 2017 et la victime attend son procès depuis 4 ans désormais. Mathias reconnaît tout et se voit donc condamné à 4 ans de prison ferme. Le 3 décembre 2021, il comparaît pour le meurtre d'Ursula devant le tribunal criminel de Junín. Le procureur Sergio Terón, celui qui cherchait à faire placer Mathias en détention pour l'abus sexuel sur la nièce de Florencia Veloz, est en charge de l'accusation. Cette fois, le concerné prend la parole. Après 10 mois de silence, il clame qu'il n'avait pas l'intention de tuer Ursula. Il soutient que c'est elle qui l'a attaqué en premier avec le couteau et l'aurait poignardée lors d'une embrassade. Le procureur lui demande alors comment elle a fini avec 15 coups de couteau, dont plusieurs dans le dos, si c'est elle qui a initié l'attaque. Mathias répond qu'il ne se souvient pas l'avoir poignardée, et sa défense plaide l'homicide en excès de légitime défense. Le 14 décembre 2021, le verdict tombe. Homicide doublement aggravé par le lien, par guet-apens et par féminicide. Plus 4 violations de l'ordonnance de protection périmétrique. Mathias est ensuite condamné à la réclusion à perpétuité, à l'unanimité. Une peine unifiée avec les 4 ans qu'il doit déjà purger pour avoir été violent envers Belén. Le meurtrier n'exprime aucun regret. Et le fait qu'il soit en prison ne répond de toute façon qu'à une partie de la question. Parce que il y a aussi 2 autres hommes à qui on peut reprocher des choses dans cette affaire. D'abord, le juge de paix Luciano Calegari, qui avait déclaré que Mathias n'était pas dangereux. Et le juge Marcelo Romero, qui a refusé d'ouvrir le tribunal juste parce que c'était les vacances judiciaires. J'en reviens toujours pas, ça aurait pu être un sketch des inconnus à ce niveau. Bon, le premier a fait l'objet d'une procédure de destitution pour négligence grave et absence de perspective de genre, soutenue par plusieurs organisations. La procédure contre Luciano Calegari est apparemment toujours en cours. Le jury de destitution attend que le parquet de la province de Buenos Aires rassemble des preuves pour décider s'il se constituera ou non partie accusatrice. Quant à Marcelo Romero, aucune procédure formelle n'est ouverte contre lui. Il y a seulement eu des demandes publiques de la famille d'Ursula. Ah, les vacances, c'est sacré apparemment. Les dernières informations disponibles en ligne datent de 2024 et cette année-là, aucun des 2 juges n'avait été sanctionné. Tous 2 étaient encore en exercice. Quant à Mathias, il purge sa peine à perpétuité à l'unité pénitentiaire 49 de Junín. Et selon toute vraisemblance, officiellement, il est toujours policier. Pas par erreur ou par oubli. Même si, vu l'efficacité du système, ça aurait pu être la 2e option. Mais c'est aussi lié à la procédure. En Argentine, une condamnation pénale, même à perpétuité pour féminicide, ne suffit pas à rayer quelqu'un des effectifs de la police. Bah non, il faut qu'un processus disciplinaire interne soit ouvert, qu'un dossier soit instruit, et qu'une décision administrative soit rendue. Bon, la flemme quoi. Et 5 ans après le meurtre d'Ursula, ça n'a toujours pas été fait. Elle a déposé 18 plaintes avant d'être tuée. Le système a trouvé le temps de quasiment toutes les classer,
mais pas de virer le flic responsable de son meurtre. Pas mal, non ? C'est argentin. Bon, en vrai, je suis un peu mauvaise langue parce que des trucs comme ça arrive dans pas mal de pays. D'ailleurs, aux États-Unis, ça avait donné lieu à une affaire de dingue, celle de Becky Fridley, et je vous l'avais raconté ici même. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas fait. Je vous dis à très vite. Bye.